Good morning. Alors, bonjour. Bonjour, je crois que ce soit à très tôt le matin. Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à cette formation régionale sur les méthodologies de mesurer donc, les flux financiers illicites de l'Afrique. J'espère que la plupart des pays ont pu enregistrer, se connecter. Si vous n'avez pas pu le faire, veuillez envoyer un message à Ekaterina. Et Boyati va donc mettre des informations dans le chat. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, nous pouvons vous entendre. Oui, nous pouvons vous entendre, Suzanne. Continuez. Hein. Alors, voilà ce que je disais. Dans le cas où vous n'avez pas pu donc, vous enregistrer pour la réunion, votre nom, le nom de l'organisation, l'institution, mais également votre numéro de téléphone. Hein, et sera donc en mesure de vous aider. Merci beaucoup, chers collègues. Donc, nous n'avons pas les formalités. Les formalités pour l'ouverture de la réunion, nous allons passer directement à la formation. Et c'est moi qui vais modérer la séance d'aujourd'hui. Hein. Alors, nous allons passer au niveau de la séance numéro 1, qui sera présentée par Boyan, qui va se focaliser sur le transfert de profit. Hein. Merci, Suzanne. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être parmi vous. Hein. Avant de continuer, je voudrais vous donner quelques consignes. Tout d'abord, on vous demande de bien vouloir éteindre votre micro, à moins que vous ne vouliez poser une question. Hein. Vous pouvez lever la main et on vous donnera donc la parole aujourd'hui. Donc, nous allons avoir donc une présentation. Nous allons ensuite avoir une séance questions-réponses à la fin. Et sinon, nous pouvons aller étape par étape. S'il y a des questions, vous allez tout simplement aller poser au niveau de la première séance. Et je vais donner un aperçu des méthodes d'aujourd'hui, telles que décrites dans les directives. Comment mesurer les flux financiers, fiscaux et commerciaux. Ensuite, nous avons quelques chercheurs qui ont fait le travail sur ces méthodes et qui vont partager avec nous quelques expériences de terrain. Et dans le chat, nous avons le lien vers le site web. Vous pouvez trouver les présentations de la session d'aujourd'hui. Il y a des PDF, hein, en forme PDF, que vous pouvez également suivre pour les langues. Une grande partie de l'atelier se déroulera en anglais, mais nous avons des services d'interprétation en direct pour le français, pour le portugais. Je sais qu'il s'agit bien sûr d'un domaine ou de thématique très complexe. J'espère que tout va bien se passer. Alors, les présentations ou toute autre ressources sont disponibles en anglais, mais on est en train de les traduire vers d'autres langues. Sachez qu'à la fin de la séance d'aujourd'hui, nous allons partager avec vous un lien vous permettant de nous faire un retour d'expérience sur cette information. Prenez donc quelques minutes pour y répondre. Sur ce, je vais éteindre ma caméra. Je vais partager mon écran. Si vous voulez bien, à confirmer.
si vous êtes en mesure de voir mon écran. Alors, dans la séance d'aujourd'hui, donc nous allons parler d'une partie de flux financiers illicites basé sur le transfert des prix et l'évasion fiscale. Avant de commencer, un aperçu. Bref, lorsque on commence à parler de transfert de bénéfices, il est important de comprendre quel est le point de départ. Et pour faire cela, il est important, bien sûr, de regarder quelles sont les statistiques. Dans les directives que vous avez déjà vues et qui sont disponibles en ligne. Il y a donc une étude de cas par le FMI qui démontre que le transfert de bénéfices risque de ne pas donc avoir un impact sur la balance de paiement. Et bien sûr, nous pouvons également faire des données désagrégées qui peuvent donner des informations sur le transfert de bénéfices ou le taux pour donner donc des informations comme quoi il y a quelque chose qui se passe au niveau de transfert de bénéfices et quelles sont les économies qui sont plus susceptibles au transfert de bénéfices. Mais toutes ces approches risquent de ne pas vraiment démontrer les flux financiers illicites ou les séparer des autres flux pour nous permettre d'avoir des mesures précises. Tout au long de cette semaine, nous allons aborder les mesures statistiques de transfert de bénéfices, voir ce qui se passe au niveau des bureaux nationaux de statistiques, au niveau de pays, et comment, par exemple, nous pouvons partager les expériences, les données, les expertises pour nous permettre, bien sûr, de comprendre ce que c'est. Et dans les années récentes, il y avait donc différentes méthodologies permettant de mesurer les transferts des bénéfices, même si c'est différent en termes d'approche. Il y a un concept qui existe au niveau de ces théories économiques. C'est les bénéfices déclarés qui sont composés de deux parties, des bénéfices réels et ensuite les bénéfices transférés. Nous essayons d'aborder cela en utilisant différentes méthodologies, différentes approches. Trois ont été étudiées. Nous avons par exemple le non-alignement du bénéfice. Je voudrais demander aux participants de bien vouloir éteindre leur micro. Okay, apologies for that. On s'excuse pour cela. So where were we? Yeah, so the profit misalignment method is actually Alors, la méthode de non-alignement démontre ce que un certain nombre d'entreprises multinationales déclarent comme bénéfice, comparer cela à leurs activités économiques dans un pays. Le non-alignement entre les bénéfices et l'activité économique sera donc déterminé comme
transfert de bénéfices. Par exemple, si l'unité A au niveau du pays A déclare seulement 5% de bénéfices, cela démontre qu'il y a quelque chose. Now, On entend de l'écho, hein? okay. The second approach, or that has developed over time, is the so-called tax semi-elasticity method. That is Que l'on appelle méthode élastique, reported profits on the left-hand side, sur les bénéfices déclarés et les impôts payés, mais qui prend en compte d'autres indicateurs de ce qui se passe dans différents pays spécifiques. Hein. Et avec cette estimation, le taux de transfert de bénéfices peut être obtenu de considérer les différents avantages fiscaux qui sont donnés à ces multinationales. Troisièmement, c'est la méthode qui compare les entreprises multinationales aux entreprises nationales. Et tout cela est lié à l'idée que s'il n'y avait pas de transfert de bénéfices, la profitabilité des multinationales serait similaire aux entreprises nationales et toute déviation, tout écart est déterminé comme transfert de bénéfices. Toutes ces approches, bien sûr, ont des inconvénients. in the guidelines, two Au of them niveau have been des directives, il y a deux méthodes sélectionnées. Ça, c'est la méthode numéro 3. Ça, c'est la méthode élastique que nous allons étudier aujourd'hui. Et il y a un autre qui compare les multinationales aux entreprises nationales que nous allons considérer demain. Alors, pour aujourd'hui, nous allons regarder la distribution des bénéfices des multinationales. Et si nous prenons, ça c'est l'approche semi-élastique qui est liée aux autres méthodes dont on a parlé auparavant. Donc, de manière générale, nous regardons la distribution de bénéfices des multinationales dans différents pays et comment cela est lié au taux d'imposition et un certain nombre d'activités économiques dans les pays. Je m'excuse, mais j'entends des échos. Je voudrais tout simplement demander aux participants de bien vouloir éteindre leur micro. Veuillez éteindre vos micros. J'espère que je n'ai pas coupé les micros. Alors, la méthode est liée sur l'hypothèse comme quoi les multinationales sont susceptibles de transférer des bénéfices si les régimes mettent en place des taux d'impôt plus bas. Et donc, ce qui va faire qu'on va transférer des bénéfices aux autres antennes des multinationales se trouvant dans d'autres pays. We put here in red that there should be caution in interpretation. Et ici, bien sûr qu'il est important vraiment d'interpréter les résultats de manière prudente. Il est très important que les résultats que nous obtenons grâce à ces méthodes soient interprétés avec prudence, analysés avec les estimations comparées avec grâce à l'expertise disponible. Et c'est une méthode qui peut And therefore we need to des résultats erronés
paying much attention to. Raison pour laquelle il est important vraiment d'être prudent lors de l'interprétation des résultats de cette approche. Earlier, so every of the methods that we are proposing. Et comme on l'a mentionné auparavant, chaque méthode a des limitations. Lorsqu'on parle des flux financiers illicites, le problème auquel nous faisons face dans la mesure des statistiques, c'est que les flux financiers illicites sont cachés par définition, ce qui veut dire qu'on n'est pas en mesure de les voir, on n'a pas les moyens de les voir, mais nous observons quand même les traces qui sont laissées dans les statistiques officielles. Nous faisons des hypothèses, des estimations pour pouvoir avoir des valeurs, mais ce qui donne lieu à un certain nombre d'incertitudes. Donc, on a parlé de l'incertitude des résultats. Il y a une incertitude générale si ces méthodes peuvent soit surestimer ou sous-estimer. Cela peut varier d'un pays à l'autre, cela dépend des différentes circonstances nationales. Et la raison pour laquelle il est important, bien sûr, de prendre en compte les contextes nationaux. Pour déterminer le taux d'impôt qu'une unité de multinationale doit payer dans un pays donné, risque de ne pas être facile. Alors, il est important de voir quels sont les taux d'imposition. Nous savons qu'il y a un certain nombre de recettes. Nous avons différents régimes qui donnent des impôts plus bas ou qui réduit des impôts sur un certain nombre de recettes. Nous avons différentes dispositions avec le gouvernement qui permet aux multinationales de venir au niveau des pays et de jouir des taux d'impôt faibles pendant, disons, les 10 premières années, ainsi de suite. Tous ces éléments doivent être pris en compte lorsque on discute le taux d'imposition sur une unité de multinationale. Par exemple, l'expropriation, le différentiel des impôts entre l'unité multinationale au niveau d'un pays, au niveau d'une autre unité à l'étranger doit être pris en compte. Comme vous le savez, les théories économiques et les modèles économétriques peuvent être utilisés, mais l'hypothèse générale, c'est qu'il est important de prendre en compte différents contextes nationaux finalement. On peut dire que la sensibilité de l'impôt peut varier vis-à-vis des régimes dans différentes juridictions, mais également en fonction de la taille de la multinationale. Il a été démontré que les multinationales les plus importantes pratiquent le transfert de bénéfices à un taux très élevé. Of course, there are ways and proposals how to Il y a des moyens, des propositions, comment surmonter ces limitations. Un certain nombre de ces limitations peuvent être atténuées grâce à une liste de mesures que nous allons voir étape par étape. Premièrement, c'est utilisant bien sûr des taux d'imposition efficaces au lieu d'utiliser par exemple les taux statutaires. Pour un taux efficace, cela peut permettre de démontrer ce que les multinationales doivent payer pour pouvoir donc mener à bien cette analyse. Les taux statutaires, pourquoi est-ce qu'on utiliserait les taux statutaires? Ils sont disponibles par pays, on peut les utiliser, on peut les trouver facilement.
Toutefois, l'expérience a démontré que cela ne reflète pas pleinement les impôts, le taux d'imposition au niveau d'un pays. Et au niveau, par exemple, de Malte, Luxembourg, le taux d'imposition statutaire est très élevé, jusqu'à 25%, mais en pratique, ils sont traités comme des paradis fiscaux. Alors, les taux d'imposition statutaire ne peuvent pas vous permettre d'avoir l'image fidèle, mais lorsqu'on utilise des microdonnées, cela peut être une solution pour calculer le taux d'imposition effective. Et chaque fois que nous sommes en mesure de le faire, utiliser le taux d'imposition effectif au lieu d'utiliser le taux d'imposition statutaire. Et deuxièmement, vous pouvez également utiliser le modèle non linéaire. Et pour prendre en compte de la sensibilité des taux d'imposition dans différentes juridictions, on a utilisé l'approche quadratique, cubique. Il y avait également des modèles logarithmiques. Et cela sera à présenter dans les séances à venir. Alors, ce que nous proposons, c'est d'utiliser le taux d'imposition quadratique, de variable, plus le carré que nous verrons plus tard. Toutefois, il faut qu'il compreniez clairement qu'en cas d'une telle spécification, si cela ne peut pas prendre en compte les données, il est important de chercher une alternative plus efficace en fonction de nos circonstances nationales. Pour aborder le problème des tailles différentes des multinationales qui ont différents niveaux de transfert de bénéfices, nous allons utiliser des quantiles plutôt des recettes consolidées. En fait, le transfert de bénéfices dépend de la taille des multinationales. Il y avait différents flux. Tout d'abord, estimate the model on the subsamples. Estimer le modèle et l'autre, appliquer la méthode de régression. Nous avons donc un cas d'étude où on utilise le quantile. Et si vous avez ces données pour parler des différentes régressions, nous allons utiliser cela. Dernièrement, la proposition d'utiliser différents outils pour confirmer et interpréter les résultats. Alors, ce dernier point est pas vraiment économétrique, cela implique les experts en matière de transfert de bénéfices au niveau des multinationales. Il y a différents outils qu'on peut utiliser pour confirmer ou interpréter les résultats. Nous avons ce que l'on appelle l'emplacement de l'unité, LCU. Cela est lié donc au régime fiscal au niveau du pays pour identifier le rôle de l'unité dans la stratégie fiscale du multinational. Un autre élément, c'est l'activité économique de l'unité qui va évaluer d'une certaine mesure la nature technologique et le rôle de chaque unité de multinationale. Tous ces éléments sont très importants lors de l'interprétation des résultats. Si l'une des unités utilisant le modèle démontre le transfert des bénéfices en dehors d'un pays,
Et si c'est une unité au sein de la multinationale qui est la moins taxée et qui démontre tous les signaux comme quoi à cette unité transfert des bénéfices, il est important d'enregistrer toutes ces informations, toutes ces données sur ces activités. Alors, ces outils, l'emplacement de l'unité du multinational et l'activité économique seront basés sur les données ventilées ou seront basés sur les micro-données. Comparer les résultats de cette analyse régressive, les unités comparatives au niveau d'une unité au cas par cas, également aider à avoir de meilleurs résultats. Ces processus nécessitent beaucoup de ressources. Il est donc important, à chaque fois que nous avons des options, chaque fois que nous avons des LCU importantes dans les bureaux de statistiques, il sera mieux à placer pour aborder les questions de transfert de bénéfices au niveau des multinationales. En l'absence de LCU, d'autres experts doivent être appliqués pour valider les résultats, pour pouvoir accroître leur fiabilité au niveau de ces méthodes qui sont utilisées. Alors, de quel type de données avons-nous besoin pour pouvoir appliquer ces méthodes? Alors, nous avons besoin des données sur les entreprises multinationales et leurs unités. Ici, nous regardons au niveau des unités, les affiliés, chaque unité spécifique au niveau de notre pays, mais ailleurs. Nous regardons les bénéfices avant impôt, taux d'imposition effectif, le nombre d'employés, les valeurs des actifs matériels. Comme on a dit, nous considérons également les microdonnées, et nous avons bien sûr accès à tout cela. Dans un scénario idéal, nous devons unités présentes au niveau de notre pays, mais également les unités dans différents autres pays. Donc, toute la chaîne des unités du multinational, les données statistiques, la plupart du temps, ont des données sur les entreprises implantées au niveau national et également sur les multinationales dans l'économie domestique, mais pas au niveau des unités qui se trouvent à l'étranger. Où est-ce qu'on peut avoir accès à ces données? Alors, l'une des sources de données les plus importantes dont nous allons parler plus tard, c'est ce que l'on appelle les rapports par pays par le CDE. Toutes les unités qui ont plus de 115 millions d'euros doivent déclarer, faire les déclarations. C'est une très bonne source de données. Toutefois, cela risque de ne pas être pratique parce qu'il y a un certain nombre de pays où toutes ces unités ne sont pas présentes. Il y a des limites également. Et un certain nombre de multinationales sont de petite taille. Dans ce cas de figure, on peut avoir accès Alors, les autorités statistiques nationales peuvent également avoir accès au niveau des unités qui sont actives au niveau de leur pays, l'analyse, à travers l'analyse des déclarations au niveau des autorités fiscales, et cela peut être analysé soit de manière indépendante ou en collaboration avec les rapports pays. Et bien sûr que la question la plus importante, c'est celle-ci, la disponibilité de données. Il y a d'autres sources de données
qui peuvent être utilisés pour compléter les données au niveau national. Nous avons donc le CBCR de l'ECDE, nous avons Omni, qui démontre l'activité sur les multinationales. Nous avons également le registre mondial qui compile les données sur les entreprises multinationales qui sont actives dans différents pays. Donc, toutes ces sources de données peuvent être utilisées pour compléter les données que nous avons au niveau national. Alors, les méthodes exigent également qu'on ait des données sur les taux de la population, le PIB, le taux d'imposition, qui viennent de différentes bases de données telles que la base de données de l'ONU, de CNUSED, différentes applications qui peuvent être également utilisées. Cela dépendra également des pays spécifiques ou des systèmes statistiques et des types de données dont on dispose déjà une fois que nous avons les données. Une fois que nous avons les données, et pouvons donc passer à la phase suivante. Déterminer donc déterminer la présence d'un transfert de bénéfices. Et deuxièmement, mesurer la taille du transfert de bénéfices. Et de manière générale, pour notre activité de mesure, cherche à fournir des éléments de preuve permettant la prise de décision, mais également pour l'établissement des rapports sur les ODD, raison pour laquelle il est important d'utiliser la deuxième méthode, la taille du transfert de bénéfices, combien de bénéfices ont été transférés au niveau du pays. Donc, tous les flux sont très importants à la fois vers le pays et à l'extérieur du pays. Alors, la première phase pour déterminer la présence de transfert de bénéfices est décrite par ce modèle que nous pouvons voir. À gauche, nous avons le bénéfice avant l'impôt. Nous proposons d'utiliser le logarithme log de bénéfice avant impôt pour une unité de multinationale au niveau du pays C, par exemple. Cela, bien sûr, dépendra des données qui sont disponibles. Cela peut susciter un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui va se passer si ces bénéfices sont positifs? Voilà un certain nombre de questions qu'il faut poser. Et bien sûr que c'est le modèle qui est spécifique. À droite, on peut avoir les variables. Donc, nous avons les spécifications quadratiques, et puis nous avons d'autres vecteurs. Nous avons donc des vecteurs des spécifications du niveau national. Et puis, en fonction de la disponibilité des données, nous allons également comptabiliser les unités multinationales, les actifs mobiles et immobiles. L'intérêt principal de notre calcul, c'est le variable fiscal. The tax rate that is faced by M&E's units. La toute première impôt payé par l'unité dans le PIC, et voir également
le vecteur comprenant des variables qui décrivent des conditions dans le pays C. Donc, tout d'abord, c'est bien sûr les différentes variables des impôts qui sont payés dans un pays donné. C'est très important pour permettre, l'idée que nous cherchons ici, c'est de comparer les taux d'imposition d'une unité au niveau de votre pays, comparer cela au taux d'imposition dans d'autres pays. Et si les autres unités doivent payer moins de taxes. Donc, on peut voir qu'il y aura transfert de bénéfices et vice-versa. Alors, ces variables sont très importantes. C'est ce que nous essayons de faire ici, dans ce modèle. Comme on l'a dit auparavant, nous proposons d'utiliser le taux d'imposition effectif moyen au lieu d'utiliser le taux statutaire. Quelquefois, cela n'est pas possible si nous utilisons les microdonnées. Si vous avez des microdonnées disponibles, il est important, bien sûr, de les utiliser pleinement pour calculer le taux d'imposition effectif. Dans un certain nombre de cas, le taux effectif d'imposition effective. Vous pouvez y avoir accès à travers les différentes sources de données, comme le CDE, dans le cas où cela n'est pas possible. Bien sûr que vous pouvez utiliser des microdonnées disponibles. Vous pouvez calculer le taux d'imposition effectif au niveau des microdonnées dans un pays donné que l'unité de multinationale paye divisé par les bénéfices déclarés. Pour éviter des problèmes avec l'endogénéité, la proposition, c'est que ce taux d'imposition effectif moyen soit calculé en utilisant les informations sur les impôts payés et les bénéfices déclarés par les autres unités dans le pays C. Non pas sur notre unité, mais sur les différentes unités au niveau du pays C. Et en plus, cela dépend de la disponibilité des données. Si la disponibilité des données est limitée, nous pouvons d'abord utiliser le taux d'imposition effectif à déclarer. Et si ce n'est pas disponible, on peut assigner une valeur de 0. Et dans tous les autres cas, nous pouvons calculer la différence entre le taux d'imposition effectif au niveau des pays et l'écart entre le taux d'imposition effectif et le taux d'imposition moyen. Peut-être que cela peut sembler complexe, mais cela dépend de la disponibilité des données au niveau du pays ou au niveau des unités. Donc, en pratique, cela peut varier. Et nous verrons cela plus tard dans les études de cas. Alors, nous allons continuer maintenant. Nous allons donc le vecteur final qui prend en compte les variables qui contrôlent les unités. Nous avons donc les différentes valeurs, le nombre d'effectifs et en même temps, nous avons également le vecteur pays qui comprend les spécifications, les caractéristiques d'un pays où sont implantées différentes unités, le PIB, le pouvoir de parité en termes de pouvoir d'achat. Il peut y avoir d'autres variables à ajouter. Et je crois que, en règle générale, ce sont les économistes qui peuvent conseiller sur cela. Il est important, bien sûr, de bien déterminer les modèles. Nous utilisons encore des modèles économétriques. On ne peut pas vraiment prendre en compte chaque spécificité au niveau de pays.
Et si cela existe, il est important de les prendre en compte. Dans notre spécification quadratique, il y a nous calculons sur base de l'approche semi-élasticité fiscale. Au niveau de l'interprétation, il est important, bien sûr, de prendre en compte l'effet marginal d'un taux d'imposition pour un taux d'imposition donné. Et si nous avons une spécification linéaire, T et non pas T carré, à ce moment-là, peu importe le taux d'imposition que nous allons prendre en compte. Dans ce cas, nous devons calculer le taux d'imposition effectif, soit 10% à 15% à 20%. Le résultat serait, disons, l'effet marginal d'un taux d'imposition qui veut dire que s'il y a un pourcentage plus élevé du taux d'imposition, cela est lié à 1% de bénéfices déclarés. Alors, notre résultat anticipé de cet effet marginal, c'est que c'est négatif. Et tout est bien sûr basé sur cette hypothèse. Mais si on n'est pas en mesure de prouver cela, il est important de réviser les entrées en termes de données. Alors, les paramètres estimés de semi-élasticité fiscale sont le résultat de cette première étape. Beta 1 et beta 2 utilisés dans la deuxième étape pour mesurer les flux des transferts de bénéfices. Nous essayons de déterminer le montant de bénéfices. Et nous devons observer comment les bénéfices déclarés ou comment les bénéfices déclarés plutôt évolueraient sans mesure d'incitation fiscale, de manière générale, s'il n'y avait pas de transfert de bénéfices. Combien ou quel est le montant qu'une entreprise ou une unité déclarée pour calculer ce transfert de bénéfices? D'abord, nous reconnaissons que les bénéfices réels ou déclarés, c'est bien sûr la somme à la fois des bénéfices réels et des bénéfices transférés. Et les bénéfices à transférer, bien sûr, font partie des bénéfices réels. Et en présentant cela avec ces formules, on utilise la formule qui est démontrée ici. Donc, nous allons bien sûr utiliser les bénéfices réels, mais également les variables fiscales que nous avons estimées en utilisant le modèle. Les résultats sont calculés pour chaque entreprise multinationale et par pays. Plus tard, on va les agréger, mais ce qui est important, à chaque fois que nous avons donc une valeur négative de S, cela doit indiquer qu'il y a des bénéfices qui sont transférés hors d'un pays. On parle des flux financiers vers d'autres pays. De l'autre côté, des valeurs positives de S, parce que si S dépasse 0, cela montre qu'il y a de transfert de bénéfices à l'intérieur des pays. Et tous sont importants pour les indicateurs des ODD 16.1, mais pour les flux financiers extérieurs et internes, cela a un impact sur nos économies.
Alors, pour continuer, on peut voir que les flux financiers illicites externes peuvent être calculés ou sortants peuvent être calculés. Sortant peut être calculé en utilisant, bien sûr, la formule suivante. Chaque fois que le S est au négatif et pour les flux financiers entrants, on peut utiliser la formule suivante. Il est important de prendre en compte qu'il y a un certain nombre de limitations en termes de données. Ici, nous avons des sous-estimations dues à la sous-couverture des données. Et si on peut utiliser, par exemple, des données au niveau des rapports, au niveau de l'OCDE, il est important de savoir qu'il y a une seuil comme sur, bien sûr, l'implication de différents multinationales, raison pour laquelle il est important d'utiliser d'autres sources de données avec l'aide des experts. Cela peut être la mise à jour des résultats qui ont été faits au niveau de l'Allemagne ou d'autres éléments qu'il faut également prendre en compte pour pleinement à déterminer les FFI sortants et les FFI entrants. Bien sûr que ce n'est pas une chose facile. Comme nous le verrons plus tard dans les... Il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis en œuvre qui doivent être pris en compte en introduisant la vision finale. Et sur ce, je vais m'arrêter là. Suzanne, je vous redonne la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Je peux voir qu'il y avait une question. Je ne sais pas si vous voulez que, bien sûr, répondre à cette question. Okay, so let's. I think we have. Yeah, I think we can try and take a look. 4 minutes. Je vais essayer de lire les questions. De la question de Sheba. Au niveau des problèmes d'endogénéité, vous avez dit qu'il est important de faire une comparaison avec d'autres multinationales. Lorsque nous faisons la comparaison en termes de taux d'imposition, on n'est pas en train de comparer une unité à une autre. Ce que nous considérons dans cette méthode ou dans cette étape, c'est de dire combien d'impôts est-ce que je dois payer au niveau de mon unité vis-à-vis les autres unités. Nous observons les taux d'imposition appliqués dans différentes unités, quelle que soit la taille ou l'emplacement. Il est tout simplement important de savoir ou de s'assurer qu'on est au niveau du même multinational, ce qui veut dire que je peux transférer des bénéfices d'un pays au niveau d'une unité, plutôt au niveau du pays A, vers une autre unité au niveau du PIB, parce que nous comparons tout simplement les taux d'imposition. Et s'il y a des taux d'imposition plus bas, cela, bien sûr, encourage à faire le transfert de bénéfices d'une unité vers une autre, dans un autre pays. Chebo, est-ce que la réponse donnée vous satisfait? Je crois, merci Suzanne. Je croyais qu'il est important de comprendre les caractéristiques des différents éléments dont vous faites la comparaison au lieu de faire la comparaison de manière générale comme cela. Oui, vous savez, bien sûr, il y a d'autres facteurs qui sont pris en compte.
Je peux voir, il y a une autre question dans le chat qui est liée à cela, comment prendre en compte le comportement spécifique au secteur. Cela, on va prendre en compte cela en utilisant différentes variables, ou est-ce qu'il faut par exemple avoir un outil où les entreprises au niveau du secteur minier qui se comportent différemment du secteur de fabrication et de traitement. Donc, un certain nombre de recherches se basent sur compare plutôt différents éléments, les écarts ou en termes des impôts et tout ce qui est déclaré au niveau d'un vecteur, tel que les entrants en termes de capital, en termes de travail qui sont pris en compte, un certain nombre de recherches ou chercheurs qui prennent en compte l'activité économique. Et bien sûr que tous ces éléments sont pris en compte dans ces modèles de régression. Nous prenons cela en compte, mais cela dépendra tout d'abord de la disponibilité des données. Mais cela sera également pris en compte dans les différents autres variables. Dans le variable impôt, nous allons seulement voir l'écart en termes de taux d'imposition. Je peux voir qu'il y a une autre question. Il y a quelqu'un qui voudrait poser une question. Allez-y, vous pouvez poser une question. Il y a une question, une autre question. Il y a une question dans le chat. Est-ce qu'on peut également utiliser le taux d'équité pour démontrer également le transfert non seulement de bénéfices, mais également des autres capitaux. Bien sûr que cela sera très important à prendre en compte dans la séance suivante, mais de manière générale, il y a d'autres éléments qui doivent être considérés, mais il est important de savoir ce que vous prenez en compte pour éviter de confondre et garder le modèle simple. Voir comment les bénéfices sont transférés. Il y avait un cas au niveau de l'Allemagne où on considérait non seulement le transfert de bénéfices, mais également les bénéfices déclarés et également au niveau des unités des multinationales, s'il y avait des activités de transfert de bénéfices. Cela peut être, par exemple, en termes de mauvaise facturation, mais il y a différents modèles. Vous savez, tout cela doit être pris en compte pour déterminer ce que nous cherchons à faire. Mais je peux demander à Anastasia de nous dire si nous pouvons revenir sur cette question plus tard. Merci, Brian. Est-ce que vous êtes en mesure de prendre une autre question? Sí, bom dia. Merci beaucoup à tous pour cette brillante présentation. Vis-à-vis de cette méthodologie, j'ai deux questions. Je ne
Je ne sais pas si les bénéfices sont négatifs ou s'il n'y a pas de bénéfice. À ce moment-là, nous ne devons pas faire ce calcul. Et deuxième question, la manière dont vous calculez sur ces composantes. Je m'excuse pour les francophones, mais la qualité de l'audio de l'interprète portugais n'est pas très claire. Donc, donc, je voulais également comprendre comment calculer, par exemple, le transfert de bénéfices au niveau des autres unités de multinationales au niveau d'entreprise. Negative, or if the profits are zero. Si les bénéfices sont négatifs ou si c'est zéro, bien sûr que cela veut dire qu'ils ne seront pas en mesure ils ne seront pas pris en compte. L'idée ici, ce que nous sommes en train d'observer, la manière dont les profits sont déclarés, bien sûr que pour les pertes, peut-être que c'est quelque chose de différent. Mais bien sûr que c'est très important de prendre en compte cela. Il est important de savoir dans ce cas particulier, je crois que il y a l'année passée, une unité d'Amazon a fait des économies pendant COVID, mais je crois que cette unité d'Amazon n'a pas déclaré des bénéfices élevés et ils auraient même déclaré des pertes. Non seulement, ils ont payé n'ont pas payé d'impôts, mais ils ont également bénéficié de l'appui gouvernemental. Et voilà, peut-être que c'est une question très importante que lors de la deuxième séance, nous aurons des experts. La deuxième partie de la question, comment aborder le taux ou les variables en termes d'imposition. Dans ce modèle, voilà la proposition, ce qu'on considère les avantages fiscaux. On observe une unité spécifique au niveau du multinational, les bénéfices déclarés, également le taux d'imposition, et je compare cela. Si je dois payer par exemple 50%, et comparé à ce que doivent payer les autres unités dans d'autres pays. S'ils doivent payer moins de 50%, cela m'encourage de transférer des bénéfices de mon unité où on paye 15% ou vers l'autre unité où on paye 10%. Donc, il est important de voir le taux d'imposition au niveau de mon unité et le taux d'imposition vers d'autres unités. Lorsqu'on étudie d'autres impôts différents, unités ont des rôles différents. Pour d'autres, bien sûr qu'ils sont... Les unités sont différents, il y a des unités de production, etc. Ça dépend aussi des coûts associés, il y a les coûts faibles, il y a les réglementations, etc. Donc, tout cela doit être pris en compte à l'heure du transfert des bénéfices
Donc, nous devons considérer les variables pour savoir combien d'impôts je dois payer vis-à-vis les unités sœurs au sein EMN. J'espère que j'ai bien répondu à la question, mais sinon, nous allons quand même répondre encore une fois à la question lors de l'étude de cas. Il y a encore d'autres questions. Thank you very much, Boyan. Merci beaucoup. Are there any questions that we can take, in the Y next few a-t-il minutes? d'autres questions que nous pouvons prendre dans les 2 minutes à venir? Any more questions? Because we will have the experts explain who have actually used this methodology. They'll be coming in the next session. S'il y a d'autres questions, l'expert qui a élaboré cette méthodologie va venir tard, donc plus tard. Nous avons déjà fait 10 minutes. Nous allons alors revenir. Nous allons marquer donc une pause. So good morning. Good morning, colleagues. Good morning, everyone. Technical working groups, representatives of. Bonjour, chers collègues, groupe de travail technique, représentants, bureaux de coordination régionaux. Bienvenue à cette deuxième séance. Il est exactement 10h30. Nous avons Peter de Charles University Prep. Je vais lui laisser la parole lorsqu'il se présente. Bienvenue, Peter. Thank you. Thank you for chairing this meeting, Susan. It's a great honor to be here, although virtually, with all of you. And I'm going to be presenting most of the time. Je ne capte pas l'intervention.